à tous, bonjour. Bonsoir à tous et à toutes. Ça marche? Non. Et là? Non. T'as tout compris. Et là, c'est bon? Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de l'association Regard à Turin. Je sais bien que c'est surtout pour venir voir et écouter Boris Vallaud. Mais bon. Donc, et je remercie Laurent Pagès de nous avoir prêté cette salle de la médiathèque communautaire. Donc, deux mots sur, je ne vais pas vous embêter longtemps, deux mots sur Regard à Turin. C'est une association qui a été créée il y a 3-4 ans et qui est composée d'hommes et de femmes qui ont envie de se regrouper, de parler de beaucoup de choses, d'échanger. Et donc, par exemple, l'année dernière, nous avons fait quand même 10 rencontres. Et en début d'année, on s'est dit, mais ça serait bien d'élargir, d'ouvrir, d'avoir un peu plus de personnes. Et donc, nous avons été très nombreux à dire, et si on demandait à Boris Vallaud de venir? Il a dit oui tout de suite. Donc, je le remercie énormément. Alors, l'association, elle a un blog. Alors, pour ceux qui savent un petit peu Internet, c'est Agathe qui le fait vivre, mais un blog, il suffit de chercher Regard à Turin sur Internet. Au singulier ou au pluriel. Ou au pluriel, voilà, et vous rentrez dans le blog. Et en plus, vous pouvez vous abonner gratuitement. Comme ça, chaque fois qu'il y a un article, vous le recevez directement. Voilà. Donc, page Facebook. Alors, il y a Facebook maintenant, hein, ça a tourné cette semaine et puis il y a 15 jours. Donc ça, c'est très bien, on sait que c'est très lu. Alors, par exemple, depuis sa création, il y a quand même eu 437 articles, 22 000 vues. C'est dommage qu'une centaine d'abonnements, mais bon, on compte sur vous pour justement. Essayez parce que vous apprendrez plein de choses là-dessus. Voilà, donc pour l'organisation, je vais passer la parole à Jérémy, qui va organiser un petit peu, et va vous expliquer comment va se dérouler la soirée. Bonne soirée à tous. Bien, merci Josette Hamon, qui est donc présidente de l'association Regard à Turin. Ça marche bien? Donc, merci et bienvenue à tous également. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de cette soirée, puisque vous avez tous reçu donc des invitations pour cet apéritif citoyen. Alors, qu'est-ce que l'apéritif citoyen? Donc, c'est un moment de débat, un moment d'échange. Entre nous, bien sûr, sur tous les sujets qui nous touchent, parce que nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de démocratie vivante sans débat de fond permanent. Une belle phrase que je vous ai empruntée, monsieur le député. Donc voilà, c'est surtout dans notre priorité donc, de réapprendre les gens à s'approprier les sujets qui les touchent au quotidien. Donc ce n'est pas le grand débat national voulu par notre gouvernement, avec des questions et des réponses déjà peut-être toutes préparées. Donc voilà, c'est vraiment un moment convivial. Vous avez vu la disposition de la salle, vous avez vu comment on est, c'est pour vraiment échanger. Alors pourquoi la présence de notre député Boris Vallaud? Alors désolé, ce ne sera pas ce soir un meeting de Boris Vallaud, ce sera juste, il sera là en tant que député pour nous apporter donc son œil et son analyse et ses analyses très précises et très précieuses pour nous éclairer, pour vous éclairer sur tous les sujets que vous souhaiterez aborder avec lui. Donc Boris est actuellement très occupé, il travaille beaucoup sur certains sujets, je sais, comme la fiscalité, la justice fiscale, je sais qu'il y a l'écologie aussi, et en ce moment il y a beaucoup de choses où vous pourrez le questionner là-dessus. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps. Je vais vous laisser la parole. Donc je vous propose, écoutez, d'évoquer des sujets, de poser des questions à Boris ici, qui répondra. Et puis derrière, le but c'est que tout le monde interagisse et que ce soit très vivant, voilà, qu'on puisse donner
notre avis le plus simplement possible. N'ayez aucune peur, personne ne vous jugera, il n'y a aucun souci. Posez toutes les questions que vous voulez. C'est rare qu'on puisse s'adresser à un député, donc voilà. Ici, dans les Landes, dans la 3e circonscription, en tout cas des Landes, on a la chance de pouvoir le faire, oui, je précise. On a la chance de pouvoir le faire, donc j'ai envie de dire, Boris, c'est à vous, ok. Donc allez-y, si vous voulez poser les premières questions, je vous en prie, nous sommes à votre écoute. Des questions, j'y pense, après j'arrête. Sur le plan national, bien sûr, international si vous le souhaitez, mais également local, on pourra essayer d'y répondre. Voilà, la parole, messieurs, dames, est à vous. Première question là-bas. Alors, écoutez, je vais essayer de vous donner un micro qui fonctionne. Oui, parce que... pardon. Non, c'est madame. Monsieur. Oui, bonjour. Nous sommes sur R sur Adour depuis le 15 janvier. Là. On était sur Mont 2. Bon, j'ai vu qu'ici, il n'y avait pas de petit bus. On n'entend pas. Ça marche pas? Ça y est, ça y est. La voix de 100 mètres. Et j'ai vu, en haut sur la colline, là, rue du Château, là, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de petite navette pour les gens pour se déplacer, pour aller à la gare. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vois beaucoup de gens descendre à pied. J'ai pas entendu. Il n'y a pas de gare non plus, donc c'est... Si, il y a la gare des cars. Mais à la 6 km. C'est dommage. Le départ des bus. Peut-être que vous pourriez passer votre micro au monsieur qui est à votre gauche. Commune. Là, je vois aussi que bon, Lidl a été déplacé, donc les gens qui sont à pied, ils sont un petit peu embêtés. Bon, nous on a vécu, mais moi j'étais ancien chauffeur de car et je sais que j'ai regardé, j'ai vu que c'est vraiment une difficulté pour beaucoup de gens. Alors je vous rien parce que évidemment toutes les questions doivent être posées. Moi j'ai pas toutes les réponses et c'est important aussi que les uns puissent dialoguer avec les autres. Donc là, Robert, pardon, il n'y avait pas de bord pour toi. On est côte à côte, mais c'était pas une question fabriquée pour l'usage. Oui, en deux mots. Vous posez la question pour beaucoup de villes, beaucoup de petites villes qui ne bénéficient pas de transport en commun, ce qu'on appelle les transports dits urbains. Néanmoins, il y a une réelle difficulté, et c'est ce qui nous conduit actuellement, nous avons mis à l'étude le projet d'un transport à la demande. La question qu'on est en train de voir, c'est de savoir s'il faut le réserver aux personnes âgées et aux personnes handicapées pour des causes notamment médicales, puisque notamment les médecins ont de plus en plus de difficultés parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux de se déplacer chez les patients, et pour autant ils ont quelquefois nécessité bien sûr d'aller soit chez le médecin, soit chez le dentiste. C'est la raison pour laquelle je pense que d'ici la fin du printemps, on aura une réponse à apporter pour matérialiser un projet de transport à la demande. Mais il n'y aura pas de projet de transport en commun. Premier point. Deuxième réponse, nous avons aujourd'hui des modalités de transport à la demande, mais plus collectives. Nous avons au niveau de la communauté de communes 3 circuits qui recouvrent l'ensemble des 22 communes de l'Interco et qui se déplacent un jour par semaine dans chaque village, moyennant que les gens s'inscrivent et moyennant une rétribution de 2 € pour venir à Aire-sur-Adour et on les ramène ensuite chez eux. Voilà. Donc on va affiner parce que c'est une réelle difficulté, notamment pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Oui. Une autre question. Et il faut que ça fuse, hein. Parce que sinon je vais faire comme le président, je vais faire les questions et les réponses. Qui s'est posé les questions? Bonjour, la question elle va être un peu vaste, mais c'était savoir au niveau, j'ai un peu l'impression que c'est l'Europe qui commande d'une certaine manière, et c'était savoir comment au niveau du budget français, quels étaient d'une certaine manière les principaux postes au niveau des dépenses et au niveau des rentrées,
Et qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau national et au niveau européen pour augmenter la masse salariale au niveau des écoles, au niveau de la santé, au niveau de l'encadrement des personnes en difficulté, au niveau de la justice, parce que c'est des choses qui sont quand même importantes. Aujourd'hui, il y a des manques. Et est-ce qu'il y a dans cette Constitution européenne des leviers qui permettent d'aller dans le bon sens? Est-ce qu'il est possible de s'allier avec d'autres pays européens pour aller dans le bon sens? Voilà. Bon, en effet, la question est large. Je vais essayer de la recentrer un peu. D'abord, en disant que l'Europe, c'est 60 ans de construction. C'est un embryon qui a grossi. C'était d'abord une utopie incroyable qui était accomplir la paix, réussir la paix, après avoir fait la guerre entre des peuples qui avaient quand même des siècles durant été des ennemis irréductibles. Et aujourd'hui, je l'espère, ils sont des alliés indéfectibles. C'est un espace qui, au lendemain de la guerre, était un espace de prospérité où on a construit l'État-providence, nos modèles sociaux, notre sécurité sociale, notre assurance chômage. Et puis, depuis une trentaine d'années, à la faveur de la mondialisation, un certain nombre de nos cadres connus ont été ébranlés par ce que le libéralisme économique peut produire d'excès. Et à certains égards, on en est là aujourd'hui. D'ailleurs, le rapport à la mondialisation, il est très ambivalent. Parce que quand on regarde à l'échelle du monde, et qu'on se demande ce que ça a produit, eh bien, c'est vrai qu'il y a moins de pauvreté qu'il y a 30 ans. Il y a des centaines de millions de gens qui, dans le monde, sont sortis de la pauvreté. Et puis, quand vous regardez le détail de ce qu'a produit la mondialisation sur le plan économique depuis 30 ans, vous avez une courbe qui ressemble à un éléphant. Si je le dis, c'est que on appelle ça la courbe en éléphant. C'est un économiste qui était économiste à la Banque mondiale qui l'a réalisé, qui s'appelle Milanovic. Et si vous revoyez à quoi correspond la silhouette d'un éléphant, le gros dos de l'éléphant, eh bien, sont les gagnants de la mondialisation. C'est les classes populaires et les classes moyennes chinoises. Celles-là, elles sont sorties de la pauvreté. Pas toutes, mais pour une bonne partie. 300, 400 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté, qui sont devenus des classes moyennes. Vous avez la trompe qui monte vers le haut. Ça, c'est les hyper riches, qui ont été aussi des grands gagnants de la mondialisation. Évidemment, ils sont moins nombreux que les Chinois. Donc la concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns est considérable. Et puis, vous avez le creux, du coup. C'est ceux qui, au fond, ont perdu dans la mondialisation, dont le niveau de vie n'a pas forcément cru autant que la croissance, pas en bénéficier autant des fruits de la croissance. C'est les catégories populaires et les classes moyennes des pays occidentaux, d'Europe et d'Amérique. Ça, c'est la situation. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que on peut avoir une Europe qui continue le projet qui était le sien, c'est de faire en sorte que nous vivons mieux que nos parents et que nos enfants vivent mieux que nous-mêmes. Évidemment, c'est une exigence très forte. Moi, la conviction qui est la mienne, c'est que on doit se ressaisir des règles d'une mondialisation qui, à bien des égards, est devenue financière, déloyale, destructrice de l'environnement. Ce libéralisme économique-là, il finit parfois par emporter avec lui le libéralisme politique, c'est-à-dire la démocratie elle-même, puisque certains considèrent que ces régimes ont laissé faire ce que j'ai décrit. Laisser les inégalités prospérer, la richesse accumulée entre les mains de quelques-uns, le réchauffement climatique s'accomplir avec un productivisme sans limite. Et on voit bien que l'Europe peut être une puissance considérable, une force de transformation considérable, parce que c'est quand même le seul échelon aujourd'hui auquel on peut régler les questions climatiques, les questions de lutte contre les inégalités, les questions de lutte contre la fraude et l'optimisation fiscale, les questions migratoires aussi. C'est le bon échelon.
Et donc, nous, dans les combats qui sont les nôtres, dans les projets qui sont les nôtres, eh bien, on se dit que l'Europe qui s'affirme comme puissance est au fond le meilleur des remparts contre tous ces excès. Je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu, la question des multinationales. D'ailleurs, je crois que c'est dans cette salle, lorsque j'ai fait mon compte-rendu de mandat, que nous avons, un certain nombre d'entre nous, pris l'initiative de porter plainte au parquet national financier dans une affaire de fraude aux dividendes, fraude à la taxe sur les dividendes, pour être plus précis. Et le parquet national financier continue d'instruire puisqu'il a demandé des éléments à l'administration fiscale. Donc pour l'instant, il n'a pas enterré notre plainte, je le dis aux plaignants qui seraient dans la salle. Si j'évoque ce sujet-là, c'est que le sentiment qui est le mien, c'est que on a laissé les multinationales se moquer des États comme jamais. Que tout le long du 19e et du 20e siècle, nos conquêtes politiques ont consisté essentiellement à lutter contre les excès de la puissance publique, à travers la construction d'un État de droit, à travers la construction de libertés individuelles, et que l'un des grands enjeux du XXIe siècle, c'est de contenir les excès de la puissance privée, celle des multinationales, dont on accepte d'ailleurs de leur part des choses que nous n'accepterions pas de nos gouvernements. Qu'ils sachent tout de notre vie privée, qu'ils sachent ce qu'on a sur notre compte en banque, ce que l'on lit, ce que l'on mange, où l'on va, avec qui on est amis. Peut-être parfois quelles sont nos perversions, pour ceux qui en ont, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc on en est là. Et parmi ça, il y a la question de la fiscalité. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, il manque à la France, à l'Europe, 20% de recettes fiscales. McDonald's, Starbucks, Total, L'Oréal, tous ces gens font de l'optimisation fiscale et ne payent pas les impôts qu'ils devraient. Et donc, vous avez vu qu'il y a une taxe sur les GAFA qui a été décidée par le gouvernement. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est très insuffisant parce que c'est 30 entreprises. Moi, je vous dis que ce sont l'ensemble des multinationales qui se livrent à cette optimisation fiscale. Et il manque à la France, si toutes les entreprises payaient en France le chiffre d'affaires qu'elles font en France, eh bien, on aurait 5 milliards de plus. Et là, je réponds un peu à la question qui a été posée. Voilà des ressources pour nos services publics, pour nos écoles, pour nos maisons de retraite, pour nos hôpitaux, pour nos prisons même. En ce moment, vous suivez l'actualité. Moi, ma conviction, c'est que l'Europe peut beaucoup. L'Europe est une espérance, mais il faut être exigeant vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de sa construction. Moi, je ne crois pas que ce soit une génération spontanée, la construction européenne. On le sait bien dans l'histoire, c'est d'abord le choix d'hommes et de femmes. Et moi, comme parlementaire socialiste, je suis ni eurosceptique, ni européen, je suis un euro exigeant. Je veux une Europe qui soit utile à la vie quotidienne des Françaises et des Français, qui affronte la question de la transition écologique, en mettant d'ailleurs en place des investissements qui doivent être nécessairement considérables. Les socialistes proposent 500 milliards d'euros d'investissement dans les 5 prochaines années pour le changement climatique. Et que ces investissements-là ne rentrent pas dans le calcul, vous savez, des fameux 3% de déficit de Maastricht. Parce qu'il vaut mieux s'inquiéter, à mon sens, des 3 degrés que des 3%. Et d'ailleurs, vous avez pu peut-être constater cette semaine que Nicolas Hulot et Laurent Berger, qui est le patron de la CFDT, ont formulé avec 19 organisations, des syndicats et des ONG, des propositions. Et parmi celles-là, celles qu'ils ont formulées, il y a cette histoire de sortir les investissements pour l'avenir de ce déficit. Voilà pourquoi, quand ça évidemment ça intéresse les agriculteurs, on se pose la question de la politique agricole commune. On se dit qu'il nous faut une réforme. Que l'alimentation n'est pas, et l'agriculture ne sont pas des marchandises comme les autres. Vous connaissez l'exception culturelle, les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres, et bien nous considérons, nous, aujourd'hui, que l'agriculture ne peut pas être une marchandise comme les autres. Que le producteur laitier, ici, ne peut pas être soumis à des cours mondiaux. Qu'on ne peut plus concevoir en matière alimentaire le commerce comme le commerce mondial, comme on a pu le considérer avant. Songez quand même sur le plan environnemental, à cette incongruité. On a un accord, on est en train de sceller un accord commercial avec le Canada.
nous allons vendre du beurre au Canada, et le Canada va nous vendre du bœuf. Alors je sais bien que ce n'est pas au sens strict les bœufs qui font le lait et le beurre, hein. Mais vous voyez bien que c'est absurde. On est capable de faire l'un et l'autre, et on affecte notre souveraineté alimentaire. C'est pour ça que nous proposons aussi qu'il y ait une réforme des traités qui mette la question sociale et la question environnementale devant la question du libre-échange. Pas pour faire du protectionnisme, mais pour dire, faisons du commerce international un levier de la transformation de la mondialisation. Une mondialisation plus loyale, qui respecte les modèles sociaux et les droits des travailleurs. Un commerce international plus respectueux de l'environnement, qui respecte les accords de Paris. Et qui soit plus d'accords de libre-échange en échange de rien. Et là aussi, vous voyez, on retrouve de la puissance sur nous-mêmes. Des politiques agricoles et une souveraineté alimentaire qui permettent à nos paysans de vivre ici. Des rapports à nos interlocuteurs qui se fait avec les règles que nous aurons fixées nous. Or, depuis longtemps, nous nous sommes fixés à nous-mêmes parfois des règles qu'aucun de nos concurrents ne se donne. Donc l'Europe peut beaucoup, mais il faut être exigeant. Et un dernier mot sur l'Europe. On aura une campagne qui démarrera dans quelques temps maintenant. Moi, je me garde de discours simplificateurs qui consisteraient qu'il n'y aurait que deux camps, les partisans de l'Europe et leurs adversaires. Il y a des adversaires de l'Europe. Ils n'ont d'ailleurs pas tous le même projet pour le jour d'après. Il y a des partisans de l'Europe qui ont l'idée européenne chevillée au corps parce que ça correspond à l'idée qu'ils se font de l'amitié entre les peuples, mais qui n'ont pas le même projet non plus. Et que bien souvent, la tentation, notamment du président de la République, est d'avoir ce discours simplificateur qui consiste à dire, bah oui, choisis ton camp, camarade. Et moi, je pense qu'il y a d'autres offres que le libéralisme et le nationalisme. Et que le libéralisme n'est pas l'antidote au nationalisme, et que le nationalisme n'est pas l'antidote au libéralisme, mais qu'il y a un chemin entre les deux, qui est le mien, qui puisse être le vôtre, mais qui est celui d'une Europe qui soit une Europe socialiste, social-démocrate, avec deux grandes matrices politiques, c'est-à-dire deux préoccupations qui doivent irriguer l'ensemble de nos décisions, le changement climatique et la lutte contre les inégalités. Bon, moi aussi, je fais des réponses trop longues. Bonjour Monsieur Boris. Voilà, je viens d'arriver à Aire-sur-la-Dour avec mon ami et je me pose la question à votre niveau par rapport à tout ce que vous venez de dire et je suis entièrement d'accord avec vous. Comment à votre niveau vous pouvez faire changer tout ça et avec qui et comment? Mais c'est une excellente question que je me pose parfois à moi-même quand tout seul dans mon petit bureau avec mes collaborateurs et mes collaboratrices, je me dis, est-ce que tu n'es pas en train de te taper la tête sur le mur? Et je me dis que en réalité ces combats sont nécessaires et qu'il faut convaincre, que c'est un travail de conviction. D'abord que c'est un travail, il faut construire des idées neuves pour un monde qui ne ressemble pas aujourd'hui à ce qu'il était il y a 30 ans. Songez quand même que la question climatique, on en a souvent parlé en disant quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Mais nous y sommes. Nous y sommes. Souvenez-vous aussi sur le plan politique que pendant des années on a dit attention, l'extrême droite revient. Mais enfin, elle est là. Et c'est maintenant, on se demande de savoir si le socialisme va revenir. Personne ne s'en inquiète pour l'instant. Mais, s'inquiète, oui, enfin, au sens où nous on s'en inquiétait de l'arrivée de l'extrême droite. Et donc, avec qui le faire? D'abord, le travail qui a été celui du Parti socialiste et des sociodémocrates partout en Europe, c'est de savoir pourquoi on en est là, dans cet état de faiblesse considérable. Pourquoi on a perdu les élections? Il y a des raisons qui sont des raisons liées au quinquennat, il y a des sujets qui sont franco-français, et puis il y a des choses qui irriguent, j'allais dire, l'ensemble des démocraties libérales, que
les démocrates aient perdu aux États-Unis et laissé fait élire Trump, enfin, que Trump ait été élu, c'est quand même quelque chose qui nous stupéfait. Que le Parti démocrate italien soit dans cet état de déliquescence, qui est le même que le nôtre en France, est préoccupant. Le PSOE va être face aux électeurs, je crois, le 27 avril, en Espagne. Je souhaite qu'il gagne et que Pedro Sanchez puisse rester Premier ministre, mais enfin, il y a une hypothèque qui est forte. Je regarde le PASOK au Portugal. Alors, il y a maintenant, j'allais dire, avec Alexis Tsipras, quelqu'un qui n'est pas loin de ce que nous pensons aujourd'hui. En Grèce, j'ai dit quoi? Portugal. Pardon, oui, le Portugal est une exception. Il y a effectivement Costa qui tient la boutique. Mais donc, on a ça. Et moi, parmi les questions que je me pose, je me dis qu'est-ce qu'on a raté? Probablement le tournant de la mondialisation qu'on n'a pas suffisamment maîtrisé, la réorganisation du capitalisme, sa financiarisation qui nous a échappé. Il y a la question environnementale. Souvent, je m'étonne, je me dis comment d'évidence cette question n'était pas une question dont la gauche s'est saisie. Il faut dire qu'on avait notre culture industrielle, productiviste, et qu'on avait du mal à accorder les deux. Et peut-être une fois dans le progrès technique et technologique, qui nous laissait penser que on réglerait tout ça de toute façon par le génie humain. Mais le rapport qu'on appelle le rapport Meadows, du nom d'un de ses auteurs, qui s'appelait Halte à la croissance, date de 1972. Et il posait déjà un certain nombre de questions sur la finitude des matières premières, un monde fini. Maintenant, on a besoin de concevoir l'avenir dans un monde avec des frontières que nous ne percevions pas. Alors avec qui faire ça? Avec ceux qui partagent nos idées, qui ont ou sont susceptibles d'avoir les mêmes combats que nous pour la justice fiscale, pour la question écologique, qui est une question qui s'accommode mal du libéralisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le marché régler la question écologique. Elle ne le fera jamais. Parce qu'elle est court-termiste. Ceux qui se préoccupent de la lutte contre les inégalités, du déterminisme social à l'école, tous ces sujets-là. Et en réalité, ça dépasse les frontières du Parti socialiste. Et moi, je regarde sur l'échiquier politique, je vois d'autres partis de gauche, des écologistes, parfois quelques déçus de la Macronie, et qui pourraient ensemble faire ces combats communs, en se disant finalement ces causes méritent notre union. Parce que si nous ne nous unissons pas, les seuls perdants, ce seront la question écologique et la question sociale. Donc on a ce travail à faire. Est-ce qu'on y arrivera pour les européennes? Je crains que non. Est-ce qu'on y arrivera après? J'espère que oui. Mais l'espace politique que beaucoup commandent à la gauche de gouvernement d'occuper entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, cet espace politique, il peut se refermer parce que d'aucuns considéreront que si c'est pas Macron, ce sera l'extrême droite et qu'il vaut mieux encore Macron. Mais je préférerais qu'il y ait une troisième voie, celle que nous sommes en train de construire. Voilà. Je vous remercie. Avant une prochaine question, j'aimerais juste en profiter pour rebondir, Boris, sur ce que tu disais. Selon toi, donc, tu as évoqué les élections européennes qui arrivent pour le mois de mai. Est-ce que, selon toi, il faut craindre la montée du nationalisme de l'extrême droite dans les pays voisins? Est-ce qu'il faut le craindre pour ces futures élections? Quelles répercussions ça peut avoir? Et comment se fait-il qu'il y ait l'émergence de tous ces extrêmes qui soient très très forts pour ces élections? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord dire que je ne le crains pas seulement dans les pays étrangers. Je le crains d'abord pour notre pays. Moi, je finis par penser que ce que l'on croit irrémédiable arrive parfois. Voilà, et le pire n'est jamais certain, comme on dit, mais il arrive qu'il advienne. Alors oui, je suis inquiet. Je suis inquiet. Il prospère. Je vois ce qui se passe en Italie. L'Italie est quand même dans une situation compliquée. Ils sont rentrés en récession. Alors c'est ce qu'on appelle une récession technique, c'est-à-dire que c'est un seul semestre pour l'instant. Mais enfin, ça va mal. Il y a un système bancaire italien qui est
au bord du gouffre, il y a une gauche qui ne s'est pas reconstruite, il y a Berlusconi qui retrouve de la vigueur. Ça, c'est quand même stupéfiant. C'est assez inquiétant. Est-ce qu'il peut y avoir une forme d'international nationaliste? C'est à regarder de près. Il y a des axes parfois qui se constituent sur la question migratoire par exemple. Moi, ma conviction, je parlais de tous ces excès du capitalisme qui emportaient, du libéralisme qui emportait le libéralisme politique, c'est que il y a des gens, et notamment les nationalistes et certains populistes, pour dire mais les régimes, les dirigeants, depuis 30 ans, se sont rendus complices de ça, ou on laissait faire, ont été impuissants, et ils se disent on va le faire. Il y a même parfois quelques personnes qui se disent que pour affronter la question écologique, la démocratie est le pire des régimes. Et qu'on accomplirait plus facilement, on prendrait plus facilement des décisions difficiles avec un régime autoritaire. Bon. Ben, ça veut dire que c'est au Parti démocratique, au Parti républicain en France, et à la gauche singulièrement, de reprendre les rênes. De se préoccuper de la question de la taxation des multinationales. De se préoccuper, par exemple, autre sujet important, des écarts de rémunération dans les grandes entreprises. Il y a eu à l'Assemblée nationale un débat qui n'a pas beaucoup prospéré sur l'augmentation du SMIC. Mais qui est quand même un vrai sujet. Le gouvernement dit qu'il faut que le travail paye. Ah, moi je dis bien sûr, il faut qu'il paye, il faut même qu'il paye bien. Et on pourrait penser que cette formule, elle est équivalente à tout travail mérite salaire. Mais non, parce que le gouvernement n'augmente pas les salaires. Les augmentations de pouvoir d'achat, en fait, c'est la prime d'activité pour l'essentiel, et puis le basculement des charges sur la CSG. Mais quand vous lisez ce qu'on appelle les annexes au projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'équivalent des petits caractères dans les polices d'assurance. C'est des trucs à lire quand même. Et que vous voyez que le gouvernement explique que ce basculement des charges sociales sur la CSG va, selon les termes, et c'est écrit comme ça, va conduire à une convergence à la baisse des salaires. Ça veut dire que ils anticipent le fait que dans les négociations salariales, eh bien les patrons diront bah, attendez, votre augmentation de pouvoir d'achat, vous l'avez déjà eue. Pas par moi, mais par la solidarité nationale. Et d'ailleurs, avec l'augmentation de la CSG, moi je le dis toujours comme ça. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est que vous allez voir votre employeur, vous dites voilà, je voudrais que le travail paye, est-ce que vous m'augmentez? Et puis votre patron vous répond allez le chercher dans le portefeuille de votre grand-mère. Donc c'est quand même un peu ce qui s'est passé. Donc ces écarts de rémunération, c'est un sujet sur lequel on travaille pour en limiter l'amplitude. Vous savez, à la fin du 19e siècle, J.P. Morgan, c'était un banquier anglais. Il y a toujours la banque qui porte son nom, qui était d'ailleurs tout à fait partie prenante de la crise des subprimes, disait qu'il ne peut pas y avoir d'écart de rémunération supérieur de 1 à 20 dans l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises du CAC 40, en moyenne, c'est de 1 à 250, et aux États-Unis, c'est de 1 à 400. Et nous avons déposé une proposition de loi qui va être, enfin, un amendement à la proposition de loi Pacte qui va être débattue la semaine prochaine, j'ai aucun doute que ça ne sera pas retenu, où nous proposons d'encadrer ces rémunérations excessives en disant, au-delà de 12 fois la rémunération minimale, eh bien cette masse salariale ne peut pas être considérée comme une charge de l'entreprise, c'est-à-dire déductible de l'impôt sur les sociétés. Parce qu'au fond, c'est là aussi une forme d'optimisation fiscale. Parce qu'en France, il faut savoir que la liberté du commerce et de l'industrie, la libre entreprise, qui est un principe constitutionnel, nous empêche juridiquement, sauf à modifier la Constitution, de limiter dans les entreprises privées, on l'a fait dans les entreprises publiques, les écarts de rémunération. Mais le patron de Danone, lorsqu'il n'était que vice-président, avait fait un calcul, il disait voilà, si vous baissez de 30% la rémunération des 1% de salariés les mieux payés de Danone, vous pouvez augmenter de 50% la rémunération des 20% de salariés les moins bien payés. Ce qui me fait dire, c'est ce que j'ai dit au gouvernement, qu'au fond, si on raisonne peut-être de façon trop simpliste, on n'a pas tant un problème de bas revenu qu'un problème de haut revenu. Le problème, c'est pas le niveau du SMIC, c'est le niveau du top 100 de ces grandes entreprises. Et donc, voilà, ce que ce que nous ne faisons pas aujourd'hui,
eh bien ça peut nous emporter demain. Par d'autres, qui prétendront, en proposant le pire, reprendre la main et redonner de la puissance à la politique. Merci pour cette réponse. Y a-t-il, alors vous pouvez réagir également à ce que dit Boris, si, oui bien sûr, si vous, attendez, parce que madame a demandé la parole, si vous souhaitez dire que vous n'êtes pas d'accord ou pas, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire aussi que vous êtes d'accord. Hein. Oui. On est d'accord, personnellement je suis d'accord avec ce que tu dis. Je voudrais savoir si tu as une idée de cette sortie de crise. Actuellement, bon, je pense que le gouvernement fait en sorte qu'il gagne du temps avec tous ces fameux débats, ces écritures que nous retirons, comment elles seront regardées. Et je pense que quelque part, au bout, il y aura peut-être rien, puisqu'il avait l'impression d'avoir déjà tout donné. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu as une idée? J'espère surtout qu'eux ont une idée de ce qu'ils vont faire de ce grand débat. D'abord un constat. Nous, on a plaidé quand même depuis 22 mois pour qu'il y ait du débat démocratique. Et d'abord à l'Assemblée nationale. Donc, et au fond, nous prenions la majorité au bout de ce qui avait été l'un de ses slogans de campagne, c'était l'idée selon laquelle ils prendraient les meilleures idées de la gauche et de la droite. Bon. Mais en réalité, qu'ils écouteraient tout le monde. Bon, finalement, ils n'ont écouté qu'eux-mêmes. Ils ont fini par s'isoler, en développant quand même, presque en théorisant l'idée que, au fond, tout désaccord était une forme de refus de regarder le monde en face, du conservatisme, de la lâcheté, parce que de toute façon, il y avait une équipe qui arrivait, qui, elle, était toute neuve, comme si aucun de ceux qui étaient au gouvernement n'avait jamais occupé la moindre responsabilité. Ils naissaient au monde et le monde naissait avec eux. Et donc ils se sont isolés, ils se sont coupés des partis politiques, ils se sont coupés des corps intermédiaires, des associations, des syndicats, et puis des Français. Et puis ça a fini par péter. Alors, il faut avoir l'honnêteté de dire que les difficultés des Français, elles remontent à loin. Depuis les débuts de la crise économique en 2007-2008, j'allais dire, la croissance a ralenti, elle a même été négative en 2008-2009. Ensuite, il y a une reprise qui presque tonne, quoi. C'est quand même très faible. Et les perspectives, d'ailleurs, pour 2019 ne sont pas bonnes pour le monde, l'Europe et la France. Et là, ils découvrent les vertus du débat. Moi, je ne m'en désole pas, tant mieux. Tant mieux. Nous, comme parti politique, invités à participer à une sorte de comité de suivi, au comité de pilotage, dans lequel siège le sénateur des Landes, Éric Kerrouche, c'est lui qui représente le Parti socialiste. On a posé un certain nombre de questions. D'abord, on a dit, un débat loyal, il est sans tabou, sans préalable. On ne peut pas démarrer un débat en disant, on ne touche pas à l'ISF. Voyons ce qui l'advient et ce que disent les Français. Une petite musique d'ambiance. C'est quand tu parles de l'ISF que ça se met. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois que je parle d'ISF, ça va se faire sonner. Il y a eu un certain nombre de propos pour dire on n'entend pas changer la ligne sur laquelle on a été élu. Mais oui, mais enfin, un débat qui conduirait à la remettre totalement en question mériterait quand même d'être entendu. Sinon, c'est pas un débat, c'est un monologue. Donc, première chose que Éric Kerrouche a dite, c'est on doit pouvoir parler de tout. Et parler de tout en toute manière. Donc, attention aux questions qui sont trop fermées. La question, par exemple, c'est voulez-vous réduire le nombre de parlementaires? Ils auraient pu ajouter ou on a ajouté. Bon. Il y a des questions qui sont quand même très fermées. Il y a 4 thèmes. D'ailleurs, certains n'ont pas été évoqués sur les barrages. La question de la laïcité n'a pas été évoquée sur les barrages. Bon. Je trouve que c'est d'ailleurs assez hasardeux, comme ça, de lancer des sujets. Question c'est quand même une crise sociale, une crise démocratique aussi, et c'est d'abord sur ces deux terrains-là qu'il faut répondre. On a posé la question de la loyauté du débat, de sa neutralité, de l'égalité de traitement entre les uns et les autres. Au début, ça devait être confié à la Commission nationale du débat public, qui est une autorité administrative indépendante, avec des garanties d'indépendance, et puis maintenant, c'est le gouvernement qui pilote. Il
y a un certain nombre de garants, bon, mais qui n'ont pas toujours l'air, d'après ce que je comprends, ce que m'a dit Éric Kerrouche, toujours très bien eux-mêmes informés des choses. Et puis, la question cruciale qui se pose, c'est qu'est-ce que l'exécutif, qu'est-ce que le gouvernement fait de tout ce qui aura été produit par différents moyens par les Français. Alors, il y a eu des centaines de milliers de contributions, quelques millions, ça ne fera jamais que 0,2, 0,3% des Français. Ça devient quand même significatif, hein. Pas non plus dire n'importe quoi. Les choses qui reviennent, c'est significatif. Nous, on a posé la question, on a dit finalement, est-ce que cette masse d'informations, on peut véritablement et sérieusement la traiter en quelques semaines? La question est posée. Après, il ne faut pas qu'on termine tout le quinquennat à faire un grand débat. C'est long. Et puis, nous avons suggéré que toute cette matière, toutes ces propositions, elles fassent l'objet d'une grande conférence sociale, environnementale. Nous, on avait appelé ça le Grenelle du pouvoir d'achat et du financement de la transition écologique. La CFDT a appelé ça le Grenelle du pouvoir vivre. En tout cas, qu'on remette tout cela aux partenaires sociaux, aux associations, à des groupes de citoyens constitués ou tirés au sort, à voir, je ne sais rien. Mais qu'on ne laisse pas, j'allais dire, le gouvernement dans un tête-à-tête avec les Français où il déciderait tout seul de ce qu'il en fait. Et éventuellement le soumettre au référendum. On n'entend plus trop parler, mais enfin, voilà. Et je crois qu'en plus de ça, ça aurait une vertu, c'est que quand même, dans ces débats, il y a à la fois de la concordance entre les propositions, mais il y a aussi des intérêts parfois contradictoires. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, certains d'entre vous étaient là, à la permanence, avoir fait un apéro citoyen qui était moins bien organisé que ça, on était un peu serré, mais où il y avait des gilets jaunes et des stylos rouges. Quand les enseignants ont évoqué leur situation et leurs difficultés salariales, les gilets jaunes ont dit, écoutez, vous êtes des nantis. Mais on a le droit d'avoir et les uns et les autres des problèmes. Les problèmes des uns ne disqualifient pas les problèmes des autres. Et donc toute cette complexité-là, parce que la société est faite de toutes ces contradictions, de tous ces intérêts contradictoires qu'il faut, j'allais dire, imbriquer pour faire émerger de l'intérêt général, je trouve que ce serait utile que ça fasse l'objet d'une négociation pluraliste, parce qu'il y aura aussi des désaccords, et que ensuite ce soit cet accord-là qui puisse faire l'objet de lois si c'est du domaine législatif, ou servir de base à un référendum si ça doit être le choix de l'exécutif. Donc je ne sais pas ce qui va en sortir. En revanche, il faut veiller à ce que ce ne soit pas une grande déception. Parce que ce qui est en jeu, c'est pas seulement la fin du quinquennat, c'est pas savoir comment Emmanuel Macron va terminer son quinquennat. C'est important sans doute. Mais c'est quelle sera la confiance que les Français placeront dans leur système fiscal, dans leur modèle social, dans leurs élus, à la fin. Et ça concerne tout le monde. Donc il faut être vigilant. Moi je suis boîte aux lettres de beaucoup de contributions que je reçois à la permanence. J'étais à Saint-Avit, à la salle des fêtes de Saint-Avit le week-end dernier, à l'invitation des Gilets jaunes, qui veulent me remettre le résultat de ce qu'ils ont fait. Alors je leur ai dit que j'avais des accords et des désaccords. Mais c'est ça le pluralisme. C'est important de le dire. Moi je crois qu'on a besoin d'une démocratie vivante. Et on a besoin d'engagement, d'implication. Je me souviens d'une interpellation d'une gilet jaune qui ne posait pas les mêmes questions que vous. Il me disait, mais qu'est-ce que vous pouvez faire tout seul? Vous êtes un député de l'opposition et tout ça. Et je disais, vous savez, on a manifesté devant l'inspection d'académie contre les fermetures de classes en milieu rural. Il y avait quelques élus, il n'y avait pas de parents d'élèves, il n'y avait pas d'enseignants, on s'était senti un peu seul. On avait manifesté devant la préfecture avec les syndicats de retraités contre l'augmentation de la CSG. On n'était pas des masses. Et là aussi, on s'est senti un peu seul. Et donc, si d'une certaine manière, ce réveil citoyen produit de l'engagement, je trouve que c'est pas une mauvaise nouvelle. Merci. J'ai une dernière question. Je voudrais simplement vous dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. J'ai simplement à vous demander comment on peut s'en sortir
comme ils disent en haut, les gens d'en haut et les petites gens d'en bas, qui essayent de monter une auto-entreprise, se cassent la figure à cause de trop de taxes du RCI, entre autres. Comment peut-il se relever? Avec quelle aide? Il ne peut pas s'en sortir. Voilà. Comment fait-il? Avec 2 ou 3 salariés, sans toucher son propre salaire, tout en le donnant aux gens qui travaillent pour lui, obligé. Oui, je reviens à ce que je disais. Comment ça marche? Je reviens à ce que je disais. Et pourquoi? Et la vie des chefs d'entreprise, des artisans, des petits patrons, elle est compliquée, elle est dure. Vous avez raison de dire que souvent l'employeur, quand il a besoin de payer ses salariés, il commence par pas se payer lui. Et je reviens à ce que je disais, c'est pour ça que je distingue les multinationales des PME. Est-ce qu'il est normal que les PME finissent par payer plus d'impôts que les multinationales, à proportion de leur chiffre d'affaires? Non. Et si tout le monde paye ce qu'il doit payer d'impôts, eh bien je prétends que beaucoup en paieront moins. Et les PME pourraient en payer moins si les multinationales en payaient plus. Si Google paye ce qu'il doit à la France, véritablement, vous voyez ce que ça dégage aussi comme marge de manœuvre. Ensuite, on a des réflexions à avoir qui sont anciennes et qui sont compliquées sur la complexité administrative. Elle est réelle. Moi, j'ai toujours plaidé, et j'ai occupé des fonctions administratives dans ce département, en disant qu'il faut qu'on soit une administration de conseil avant d'être une administration de contrôle. Plutôt répondre aux chefs d'entreprise comme aux collectivités, en leur disant voilà ce qui est possible de faire et comment on peut y arriver, plutôt que de leur dire c'est pas possible. Être dans cet accompagnement-là. Et puis, je vais dire, la réflexion, le travail parlementaire nous amène à formuler des propositions. Bon, là aussi, je dois avouer, vous avez raison finalement, être dans l'opposition c'est assez inconfortable, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein, parce qu'on formule des propositions qui se heurtent à l'indifférence de la majorité. J'ai formulé, je donne quelques exemples des propositions pour les entreprises qui ont des difficultés de trésorerie. Et on sait bien que c'est souvent ce qui les amène à déposer bilan et parfois aller jusqu'à la liquidation. Ces difficultés de trésorerie peuvent être de plusieurs natures. Parfois, elles sont dues au fait que les paiements ne se font pas dans des délais convenables. Donc on a formulé des propositions pour réduire les délais de paiement et pour que les pénalités ne soient pas facultatives et qu'elles soient obligatoires et que celui qui est en retard n'y échappe pas. Et quand je dis celui qui est en retard, c'est bien souvent l'État, qui est un payeur tardif et qui fait faire la trésorerie de l'État parfois par celle des entreprises. Il y a parfois des dettes croisées entre les entreprises et l'État ou une collectivité locale. Et donc j'avais fait la proposition que l'entreprise qui doit payer ses impôts à l'État qui lui doit des factures ne paye que le solde. Parce que sinon, parfois, on se retrouve dans des situations d'étranglement. J'avais aussi proposé des choses très, très vie quotidienne des entreprises. On a un enjeu qui est considérable de transmission d'entreprise. Vous savez qu'on a à peu près 50 000 destructions d'emplois chaque année, faute de repreneurs d'entreprise. Et donc, j'ai formulé des propositions pour faciliter la reprise par les salariés, en scope, parce qu'ils connaissent l'entreprise et que l'espérance de vie d'une entreprise reprise par ses salariés est bien plus grande. Et puis souvent, quand on arrive en fin de carrière, on est dirigeant d'entreprise, on hésite à faire des investissements pour l'avenir. Et donc j'avais proposé que l'on puisse baisser l'impôt sur les sociétés des PME qui venaient d'être reprises, dès lors qu'elles investissaient dans les nouveaux outils, les nouvelles formations pour ceux qui restaient dans l'entreprise au moment de la reprise. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler, des dispositifs d'accompagnement, des aménagements fiscaux pour que l'investissement productif parfois permette d'avoir des réductions d'impôts. Il y a toutes ces réflexions qu'il nous faut conduire et en essayant d'avoir autant qu'on le peut des législations qui prennent en compte la situation des entreprises et de leur taille. Très bien. Merci Boris. D'autres questions? J'en profite pour en poser. Tu as évoqué la fiscalité. Alors je vais essayer de faire simple. Que penses-tu du système fiscal en France? Est-ce que dans sa globalité c'est un système qui est juste et équitable,
pas. Et ma deuxième question, on a entendu ces dernières semaines à travers les revendications des Gilets jaunes, leur première revendication qui est hautement symbolique, c'est le rétablissement de l'ISF. Quelle est ta position là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut rétablir? Est-ce que ça aura réellement un impact financier pour la France ou est-ce que c'est juste symbolique? Quand le consentement à l'impôt est atteint, entamé dans son principe,